Bienvenue dans votre émission quotidienne jusqu'au 12 juillet, jusque pendant la période de l'Euro. Votre émission quotidienne sur Canal 10, une émission où nous nous amusons, on ne se prend pas en sérieux, mais on parle sérieusement de football avec des passionnés qu'on va recevoir chaque jour, des passionnés qui seront différents, d'autres reviendront. Et tout de suite, on va commencer les présentations parce qu'il y a un petit programme un petit peu chargé aujourd'hui. On parlera de l'équipe de France, bien sûr, on parlera de la Belgique, on parlera aussi des qualifications pour les huitièmes de finale, mais on parlera aussi, comme en introduction, du football féminin guadeloupéen, puisque je reçois, et oui, deux acteurs du football féminin guadeloupéen aujourd'hui. En premier, Ruth Laudrac, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es capitaine de la sélection senior féminine, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis aussi la capitaine de l'équipe de l'AS Anonyme du Moule. Donc voilà. Alors, et tu joues à quel poste? Alors en club. Au pluriel, hein, parce que je sais que tu joues à plusieurs postes. Alors oui, en club, je suis défenseur central. Et en sélection, je suis milieu de terrain, 6, plus milieu défensif. Voilà. Ok, merci. Alors, juste à tes côtés, il y a Emeline Podage. Bonsoir. Alors, bonsoir Emeline. Alors Emeline, toi tu es l'intendante de la sélection féminine U17, c'est bien ça? C'est ça. La Guadeloupe. Exactement, c'est ça. Je suis aussi également joueuse de l'AS Anonyme et éducatrice aussi, c'est important de le souligner. Alors ça consiste à quoi, vite fait, pour planter le décor, juste après on reviendra, être intendante de l'équipe? Alors je m'occupe de tout ce qui est préparation de maillots, tout ce qui est un peu aussi l'inventaire du matériel, voilà. On va y revenir. Alors, un autre passionné, alors ancien journaliste, c'est comme ça qu'il se décrit lui-même, mais moi je le connais aussi dans les souhaits, je sais que c'est un ancien joueur de football, et c'est aussi, et surtout, un vrai passionné aussi. On boucle qui est Mehdi Oulot, et ça a juste posé des désagréments, nous paye dit trop, mais enchanté, c'est monsieur Jean-Henri Bellotte, dit Rico. Oui, Rico pour tout un chacun. Bonsoir Jimmy, bonsoir à tous. Oui, passionné de sport avant tout, hein, passionné de football, beaucoup de pratiques de basket également. Et surtout, comme tu l'as dit, j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler quelques années sur une grande radio locale où on a beaucoup parlé de tout sport, de football. Et j'aimais à crier « Rouleau !» quand il y avait un but sur le terrain. Malheureusement, bon, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas trop le faire. Mais voilà, c'était un petit plaisir. Donc, Rouleau, Poulo, Osola et toutes ces semaines-là. Et Oulo aussi pour Davy. Davy, ben, je vous l'ai dit, hein, il reviendra régulièrement. Hein, je vous l'avais dit, chers téléspectateurs, que c'est mon coéquipier, il reviendra régulièrement, sauf qu'il y a moins j'ai dit, c'est ça? Parce que vous gardez ni souhait à faire quand même. Alors, Davy qui est entrepreneur, et je te laisse encore te présenter. Ben, Davy Chatian, passionné de football, voilà, et puis entrepreneur à la Librairie Générale. Je suis un des repreneurs et puis du coup très honoré d'être invité encore et puis effectivement coéquipier mais pas le jeudi, théoriquement pas le lundi mais le lundi au moins un souhait par semaine et voilà. Voilà, ben, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler football, mais avant de parler de l'Euro, on va consacrer quelques minutes justement au football féminin en Guadeloupe parce que c'est important de savoir comment ça se passe. Quel est l'état des lieux du football féminin en Guadeloupe? Ça fonctionne? Oui, alors cette année, on peut dire que, enfin, il y a peut-être 2 ans quand même, Ouais, qu'on a eu un renouveau. Donc on essaye de construire les bases au niveau des écoles de football. Donc il y en a quand même 2 en Guadeloupe qui sont exclusivement consacrées aux filles, des écoles de football féminines, qui ont d'ailleurs obtenu le label l'année dernière. Donc ça commence à se développer, j'ai envie de dire, et j'espère que ça va bien continuer comme ça. Les licenciés augmentent de plus en plus? Oui. Oui. Vraiment, surtout chez les jeunes. Ça commence à augmenter. Donc j'espère que pour les avenirs, on aura du niveau et on parlera plus de la Guadeloupe, niveau foot féminin. Ben, c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour représenter le football féminin. Justement, lorsqu'il y a de grandes compétitions comme en ce moment l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, est-ce que ça aussi, ce sont de bons vecteurs pour que les jeunes femmes aient envie de prendre leur licence? Est-ce que ça sert de locomotive? Alors oui, on a eu surtout un engouement avec, la France a été championne chez les garçons en 2018, donc on a eu un premier engouement. Après, on a eu aussi la Coupe du Monde chez les filles en 2019 qui était en France aussi, donc ça fait 2e engouement. Donc oui, je dois dire que ça fédère en fait. Voilà.
Ruth, je te vois toute jeune comme ça. Je peux dire ton âge, hein. Tu as 22 ans et tu pratiques le foot depuis l'âge de 13 ans. Explique-nous un petit peu cette passion, d'où elle est venue et ton parcours jusqu'à maintenant. Parce Alors- que tu es resté que dans le même club. Oui, alors, en étant jeune, j'étais un peu comme Davy, c'était du foot de rue, pieds nus, on rentrait chez nous, on n'avait pas d'orteils. Après, je me suis décidée à rentrer dans un club, sauf que c'était compliqué. À l'âge de 13 ans, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui prenaient des jeunes. Donc, j'ai commencé à être anonyme, mais avec les seniors. Donc, j'ai dû batailler pour me mettre au niveau parce que quand tu commences avec tes seniors et que tu n'as pas de niveau, c'est un peu compliqué. Donc, après, j'ai toujours évolué avec ce club. Donc, je suis restée avec eux parce que c'est grâce à eux si je suis aujourd'hui en sélection et capitaine. Pays en nous aide, vous savez ça. Est-ce que des fois on t'a dit, ah ouais, on va pas jouer pour la madame, moi, qui j'en sais des noms, nous jouer pour les madames. Oui, mais après, bon, deux, trois petits crochets, deux, trois petits tipons, ils s'arrêtent. Hein. C'est les hommes. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'elle a dit, Ruth. Il faut savoir que les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est ce qu'on ne sait pas, en fait. Assez souvent, c'est le problème qu'on avait dans les années précédentes où les filles commençaient à 15 ans. Mais en fait, les filles, donc elles peuvent commencer chez les U6 jusqu'à U15. Elles peuvent jouer avec les garçons, donc il n'y a pas de souci. Oui, Donc, il n'y a aucun club de garçons qui est censé vous dire non, je ne prends pas de filles. Mais Oui. d'ailleurs, aux États-Unis, où le soccer féminin est d'ailleurs le vrai soccer à la base, c'est maintenant que le soccer masculin se développe. Mais dans les écoles, toutes les équipes sont mixtes. Oui, voilà. Jusqu'à effectivement les 15 ans, et après, enfin, il y a des histoires de fac, de collège, etc. Mais jusqu'à un certain âge, effectivement, tout est commun. Oui, voilà, c'est un fait qui n'est pas assez connu qui fait que Ruth, justement, elle commence à 13 ans chez les seniors. Donc, elle aurait pu tout à fait commencer même plus jeune, hein, parce qu'elle a joué plus jeune avec des garçons. Et puis, Avec sa catégorie. voilà, elle aurait, je pense, une meilleure progression. Tu Voilà. penses la même chose? Oui, mais après, j'avais déjà prévu de m'inscrire dans un club de garçons, je n'avais pas trouvé, mais j'ai trouvé, donc je me suis dit que je préférais aller avec les filles. Donc, voilà. Alors Rico, ça t'inspire quoi? Toi qui es un fervent défenseur du sport guadeloupéen. Ah oui, tout à fait, mais il faut qu'il y ait une politique sportive globale, notamment sur le foot, mais sur les autres sports également, qui donne une plus large présence aux féminines. Je sais qu'au niveau du football, depuis quelques années déjà, on avait vu émerger un championnat. Effectivement, les U15, même en compétition, on doit une fille, tu l'as abordé, mais il est important que le sport féminin soit plus visible et soit plus organisé. Je sais qu'à la Ligue de football, ils travaillent énormément sur la présence du foot féminin. Également, l'équipe des U17, je crois, dans 2 mois, en août, part aux États-Unis pour un tournoi CONCACAF. Donc, c'est important que les personnes, les donneurs d'ordre, les personnes qui dirigent les ligues aient cette vision du sport masculin, bien sûr, mais également du sport féminin qui s'exporte maintenant au niveau national et mondial, que ce soit en sport individuel et en sport collectif. Tout comme nous défendons également le handisport. Donc voilà, il n'y a pas de sport exclusif au sexe ou au non-handicap. Il y a une politique sportive que nous devons mettre en place, que la Guadeloupe et les donneurs d'ordre, les présidents de ligue, etc., doivent mettre en place au niveau du département. Et c'est important que les féminines y soient associées et qu'il y ait une organisation, des budgets pour qu'elles également atteignent le haut niveau et qu'elles s'exportent et fassent également briller les couleurs de la Guadeloupe. Alors justement, une dernière question, puisqu'on reviendra encore sur le football féminin avec d'autres invités à travers les émissions. Ce n'est pas exceptionnel, régulièrement dans l'émission sera invité des acteurs et des actrices surtout du football féminin en Guadeloupe. Ruth, s'exporter, jouer contre d'autres équipes, ça t'est arrivé, d'autres sélections bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté et quelles ont été tes premières impressions? Quelles ont été tes impressions? Alors, j'ai eu ma première sélection à l'âge de 15-16 ans. Elle était très compliquée parce qu'on a tout de suite compris en Guadeloupe qu'on n'avait pas le niveau de certains pays. Mais bon, ça c'est un peu à cause des infrastructures et le fait que les filles ne prenaient pas trop au sérieux à l'époque. Donc maintenant ça va beaucoup mieux. Mais bon, après ça te donne, comment dire, ça met dans ta tête que tu dois travailler. Parce que le niveau ici, quand tu vas jouer contre les autres équipes, ça n'a rien à voir. Contre qui par J'ai exemple? déjà affronté la sélection d'Haïti, Jamaïque, Martinique, Antigua. J'ai quand même eu un bon palmarès niveau sélection. Donc, voilà. Et quelle sélection t'a impressionné le plus?
Ah, quand je suis partie en Haïti, Ouais. vraiment, où on a fini notre compétition à l'arrache car la moitié de l'équipe était blessée. On a voulu la finir parce qu'on est venu quand même pour ça, mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Et pourquoi, à quel niveau c'était compliqué? Au niveau sport, le niveau était très élevé. On voyait qu'il y avait une vraie Oui, politique sportive on voyait vraiment la faite différence. pour les femmes dans toutes les nations dont tu as parlé par rapport à la nôtre. Oui, oui, on voyait vraiment la différence sur le terrain sportif. Et après, comme il y avait des semi-pros en face de nous, donc Ouais, qui joue aux États-Unis, par voilà. exemple. Donc voilà, c'était très compliqué. Mais bon, après, c'est quand même une expérience à vivre. Je l'ai vécue et je regrette pas. Donc voilà. Donc on va dire rouleau pour le football féminin en Guadeloupe. Oui, oui. Voilà, encourager le football féminin, il faut les encourager. Et le championnat reprend quand pour terminer? Vous savez pas On n'a encore? pas de date pour On n'a pas De l'instant. toute façon, on aura d'autres invités, on en reparlera, issus de la Ligue d'ailleurs, qu'on salue, la Ligue de Guadeloupe. Je salue M. Brio d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné vos numéros pour vous contacter. M. Brio qui est responsable de communication, je crois, à la Ligue qui fait un travail, guadeloupéenne de football. qui fait un travail magnifique depuis plusieurs années déjà. Et si la Ligue fonctionne bien comme ça, et si on a connaissance du travail de la Ligue, c'est aussi beaucoup grâce à lui, au président et d'autres personnes. Et je voulais quand même dire qu'on a du talent chez les garçons, mais on a déjà du talent antillais chez les filles qui sont déjà capitaines de l'équipe de France et de l'équipe de Lyon, qui est quand même la plus grande équipe d'Europe. Donc la question ne se pose même pas de savoir s'il y a du talent ou pas aux Antilles pour le football féminin. Maintenant, c'est savoir comment on leur permet de se développer et d'arriver à autre chose. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. Maintenant, nous allons aborder l'Euro. Et pour aborder l'Euro, on va commencer par les débriefs du jour. Hein. Le débrief du jour, donc il y avait 2 matchs aujourd'hui. Il y avait la République tchèque contre l'Angleterre et il y avait la Croatie contre l'Écosse. Alors, on va voir les buts. On va voir les buts tout de suite. Je ne sais pas si on commence par République tchèque, Angleterre ou Croatie, Écosse, mais en tout cas, Yann va nous lancer tout ça tranquillement. Et bien voilà, c'est le premier but anglais qui est dans l'Euro, puisque l'Angleterre n'a marqué que 2 buts, et les 2 buts ont été marqués par Sterling. Sterling. Alright, Sterling qui joue à Manchester City pour être bien complet, donc Guardiola doit être bien content. Le second match, Yann, tranquillement, salut Yann qui est à la réalisation, avec son assistant Alex. Le but extérieur du pied, la passe décisive, enfin, il a fait un match complet, il a apporté son équipe. Troisième but marqué par Perisic. Voilà, alors après avoir vu ces images, je sais que vous avez pu regarder les matchs. Alors je ne sais pas comment vous avez fait, parce que moi j'essaie de regarder les 2 matchs en même temps. Je me suis un peu perdu des fois. C'est Je me suis un exactement peu ça. perdu. Ouais, c'est compliqué, Alors, ouais. par exemple, Moi, qui a commencé? j'ai plutôt regardé Angleterre. Qui a regardé l'Angleterre? Comme ça, Voilà. on va... Voilà, l'unanimité, toi, tu as regardé l'Écosse. Non, Pologne. Eh ben, on va rester sur, on a vu les buts de l'Écosse, donc on va rester sur République tchèque, Angleterre. Ben, Emeline, alors qu'est-ce qui t'a inspiré ce match? Alors, moi, je dirais les 10 premières minutes, j'étais dedans. Mais après, moi, j'ai envie de dire, on s'est un petit peu ennuyé. Je suis un peu déçue de cette sélection anglaise, quand même. Dont on parlait, dont on espérait beaucoup. Voilà. Beaucoup mieux, en tout cas, au niveau du jeu. Beaucoup plus, oui. Vu les noms qui la composent, Rico. Oui, tout à fait. On a eu une 10 premières minutes, mais une bonne première mi-temps globalement. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on s'est un petit peu ennuyé. Bon, c'était pratique puisque en jonglant sur les 2 matchs, ça permettait d'aller voir quand même autre chose. Mais au niveau de cette équipe anglaise, bon, il y a la première grosse déception, hein, c'est Harry Kane. On ne sait pas trop où il en est. Est-il fatigué? Se réserve-t-il pour la suite de la compétition? On attend de voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, il semble un petit peu avoir les jambes lourdes et du mal dans la finition principalement. Donc, on attend de voir si ce grand joueur attendu se réveille. Parallèlement, on a un Sterling très présent, qu'on a remplacé quand même assez tôt en deuxième mi-temps, mais très présent. Vous l'avez dit, il a marqué les 2 seuls buts de l'équipe d'Angleterre pour l'instant. Mais il met un petit peu le feu dans cette équipe et c'est le seul à créer réellement des occasions. Donc, on reste sur notre fin avec cette équipe anglaise qui, avec des Foden et d'autres joueurs, pourrait proposer mieux en fonction de qui ils rencontreront au tour suivant. Je partage l'analyse sur Harry Kane. D'ailleurs, il a vachement replié quand même. Hein. Il décroche énormément pour un numéro 9 et donc du coup ça déserte un peu la pointe. On a vu que l'animation offensive de l'Angleterre était quand même assez pauvre. La République tchèque en plus est passée un peu à côté de son match en vrai. Honnêtement, je rejoins totalement l'analyse d'Emeline. C'était ennuyeux.
C'était plus qu'ennuyeux. Non, It sincèrement. was a boring. Ah ouais, non, Boring l'Angleterre game. doit se poser des questions. Quand on voit que Rashford est sur le banc, il y a des vraies questions à se poser quand même. Bien Enfin, sûr. Il doit avoir un problème en interne. Hein. ah mais non, c'est possible. pas possible. C'est pas possible que Rashford, alors que ton animation offensive ressemble à rien, soit sur le banc. C'est Et incroyable. le pire, c'est qu'il peut jouer neuf, Rashford. C'est Harry ça. Kane, je suis désolé, Harry Kane, il fait rien. Ben ouais. Ça te coûte rien de le remplacer. Et il y a le le numéro sept. Greenwood. Ben, il y a Greenwood, non, le numéro 7 qui est sorti, qui avait fait un bon match et qui s'est fait huer, j'oublie son nom, Grou, je sais plus quoi, bref, peu importe. Mais lui aussi, il a fait un très gros match, il sort à la 65e, quelque chose comme ça. Alors que c'est l'un des meilleurs joueurs et Harry Kane finit le match. Donc c'est compliqué. Peut-être parce que l'Angleterre était déjà qualifiée. Puis je pense qu'il y a des histoires de statut. Parce que faire sortir une Harry Kane 2 fois de suite, c'est le mettre vraiment la tête dans le seau. Et il en a besoin pour effectivement les huitièmes de finale. Par contre, vous m'avez pas parlé du meilleur joueur du match, Saka. de l'homme du match. Bah oui, c'est Saka, vrai. bien Saka. sûr. Saka qui joue à Arsenal. Qui joue à Et Arsenal que je pense. C'était Quel maillot vous le saurez tout à l'heure? Celui de qui vous le saurez tout à C'était l'heure? sa première sélection, d'ailleurs. C'est un jeune joueur qu'on voit assez performant. Et puis, il a beaucoup percuté sur le flanc droit de l'attaque anglaise. Et c'est vrai que c'est sa percussion qui amène le premier but, même si, entre-temps, c'est passé de l'autre côté avant de revenir. Et il était à la réception de très la tête important. juste devant Sterling. Très important parce que c'est lui qui a attiré les deux défenseurs qu'il faut que Sterling recule et seul. Se Et retrouve c'est là tout seul. Voilà, c'est lui qui provoque le décalage qui permet à Sterling de marquer. Donc il a été omniprésent. Après, Saka, il est dans la continuité de sa saison. Hein. Il a Tout à été fait. monstrueux à Arsenal. Il a été bon en Ligue Europa, ce qui fait qu'Arsenal est quand même arrivé loin. Exact. Donc je trouve qu'il mérite largement sa sélection. Et puis voilà. Et il n'a que 19 ans. Ah Et ben, ça avec promet. un Il n'a que lien 19 à ans. Arsenal. C'est un joueur que tu suis particulièrement? Ben, en fait, c'est une petite mobilette. Et les gens qui courent, ben, généralement, j'aime bien. Et puis, il peut jouer latéral, il peut jouer. En fait, c'est quelqu'un, tu sens que même si tu le mets à un poste qui n'est pas à lui, ben, il ira parce qu'il a la volonté, ça se voit. Au monde con, quoi. Au monde qui aimait jouer tout partout. Un peu, un peu. Hein? Mais Mais c'est pas modeste, dis-le, c'est ça, dis-nous. à la 85e minute, il était pratiquement dernier défenseur en train de récupérer une balle. Il a la santé, il a la santé. Il Il, y est va. jeune, il est jeune. Ouais. Il y va. Mais il faut quand même dire aussi que Sterling, quand même, il est toujours présent. Il fait pas des matchs extraordinaires, mais il est au niveau. Il arrive à être au bon moment, au bon endroit. 2 buts, les 2 buts de l'Angleterre. Voilà. On peut quand même souligner que Sterling fait quand même un euro Oui, intéressant. Peut-être pas Oui. beau, peut-être pas il a exceptionnel, une mais saison intéressant. compliquée aussi, faut pas l'oublier. Exact. Voilà. À City. On s'attend quand même à plus de cette équipe d'Angleterre, Oui, bien qui base un entendu. petit peu sur la jeunesse. On a du mal au regard des premiers matchs de la voir aller au bout, mais la compétition qui arrive, c'est autre chose que les matchs de poule. Et on a bon espoir de les voir faire quelque chose, ce qui est rare quand même pour une équipe anglaise. Sans faire de transition tout de suite avec l'équipe de France, on voit quand même encore une fois que l'addition des noms ne suffit pas dans le foot et qu'il faut vraiment que les joueurs puissent jouer ensemble, puissent s'entraîner, faire de plus de matchs possibles pour qu'il y ait une cohésion, une meilleure cohésion. Parce qu'on voit que l'Angleterre, on aurait dit que certains n'ont pas beaucoup joué ensemble et pourtant ce n'est pas le cas. D'autant plus que cette équipe a beaucoup de joueurs qui émergent. C'est vrai qu'il y a des joueurs d'expérience, mais il y a également beaucoup de joueurs qui émergent. Donc il y a une véritable cohésion à trouver. Et le potentiel individuel est important. Il faut que l'équipe montre un petit peu plus en percussion et en résultat. Alors, un petit mot sur Croatie-Écosse quand même si on n'a pas vu le match pour certains d'entre vous. Moi, j'ai vu quelques brides quand même. Mais on remarque quand même que la Croatie, justement, qui était décevante, voire vieillissante pour d'autres, encore une fois, elle rebondit alors que, elle était assez moribonde. C'est une équipe à réaction, la Croatie. On l'a vu en Coupe du Monde il y a 2 ans. C'est une équipe à réaction et ils sont arrivés en finale. Donc voilà. Après, je ne dis pas qu'ils sont vieillissants parce qu'ils ont peut-être leur âge. Mais le football est dans leurs pieds toujours. Donc voilà, Modric, une extérieur du pied, il faut le mettre et c'est rentré. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est ce genre de geste qui était très commun avant et qu'on voit de moins en moins et que maintenant on est au point de s'extasier sur un extérieur du pied alors que dans les années 70-80, Patignon footballait qui battait sa fond extérieur du pied. Totalement. On voit quand même l'évolution du football. Sur la Croatie, vous y croyez, vous croyez qu'elle va aller un petit peu plus loin que... Ça peut être un match référence. Ça peut être un match référence, une bonne deuxième mi-temps, un Modric qui fait une très grosse deuxième mi-temps. Ça peut être un match référence pour la suite. Une compétition de ce style, les poules, ça n'a rien à voir avec les éliminatoires. Quand tu finis bien les poules comme ça, avec une bonne note, je pense que les éliminatoires peuvent se passer bien. Il faudra voir qui est l'adversaire. Là, j'avoue que j'ai un trou de mémoire, mais
Mais a priori, Moi, c'est ce que j'adore dans ce genre de compétition, en fait. Les phases de poule, elles ne veulent rien dire. exactement. Si on regarde la France qui a été championne en 2018, il y a beaucoup de gens qui disaient la France ne sera jamais championne. Ah ouais. Et au final, la France a été championne. Donc, moi, c'est ce que j'adore dans ce genre de compétition. Rien n'est écrit, quoi. Ben, la transition, elle est faite de vous-même pour parler maintenant de l'équipe de France. Une équipe de France où vous avez eu du travail aujourd'hui, puisque l'équipe de France qui va affronter le Portugal, on sait déjà qu'elle est qualifiée. Mais il ne suffit pas d'être qualifié, c'est ce qui est bien quand même dans cette compétition, parce que même si on est qualifié, selon la place que l'on va occuper, première, deuxième ou troisième, le parcours ne sera pas le même. Donc, je vous ai demandé, on va revenir sur le Portugal tout à l'heure, mais je vous ai demandé, selon vous, quel serait mieux pour vous qu'elle termine à la première, deuxième ou troisième place. Alors, Yann va nous mettre un tableau. Il y a un tableau qui va s'afficher et vous allez pouvoir voir si la France termine première. Je sais que, voilà, si la France termine première, elle risque d'affronter donc la Suisse ou l'Ukraine. Si elle termine en seconde position, elle affrontera l'Angleterre ou la République tchèque. Et si elle termine en troisième position, elle affrontera la Belgique et les Pays-Bas. OK ? Et pour bien avant de vous donner la parole, pour vous projeter encore plus, Yann, si tu peux me passer le tableau suivant, au cas où elle termine troisième. Merci. Donc regardez ce tableau. Alors, au cas où elle termine troisième, elle affronterait la Belgique en huitième de finale, en quart de finale l'Italie, en demi-finale de nouveau le Portugal et en finale éventuellement les Pays-Bas. C'est une projection éventuelle. Donc maintenant que vous avez toutes ces données, je suppose que j'attends patiemment vos réponses. Alors Davy, déjà une précision quand même, il faut que l'équipe de France perde pour que pour qu'elle ne termine pas à la première place et pour qu'elle termine à la troisième place. Match nul et finir deuxième, voilà. Donc il faut vraiment qu'ils perdent pour être à la troisième place. Et match nul, elle serait à la seconde place. Et match nul, voilà. Donc victoire et match nul, donc résultat positif ou nul, on serait premier ou deuxième. Ensuite, là, honnêtement, il vaut mieux être premier ou deuxième. Oui. Parce que la troisième place, là, c'est chaud. Être tout de suite sur les Pays-Bas ou La Belgique, c'est quand même un huitième de finale un peu chaud. Alors c'est un gros parcours de champion, parce que si tu gagnes tout, on peut pas te dire que tu es un champion au rabais. Ça c'est sûr, mais c'est intense. Hein. Le parcours est très intense. Non, mais ça prouve totalement que le classement dans une poule, et encore dans ce cas-là, est primordial. Et c'est pour ça que demain, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse d'un match de coiffeur, comme ça peut arriver dans les troisièmes matchs de poule quand on est qualifié. La France ne peut pas logiquement ou ne devrait pas se retrouver dans une situation de huitième de finale à affronter la Belgique ou les Pays-Bas. Donc la concentration sera de rigueur. Ils sont premiers. La France est première de son groupe à l'heure actuelle. On peut perdre. La France, on peut perdre contre le Portugal. Hein. Ce n'est pas exclu, mais ça ne doit pas arriver. Et la France doit sortir premier de son groupe pour se faciliter la tâche entre la Suisse et l'Ukraine. 9 chances sur 10 que ce soit la Suisse quand même. Il faut se faciliter la tâche. Mais il ne faut pas non plus puiser dans ses réserves dès le troisième match de poule parce que la suite est longue. Et la suite, comme nous aimons dire ici, il go mordre derrière. Donc il faut quand même se préserver dans la composition également. Oui, mais après, j'ai envie de te dire, la France, demain, ne se doit pas de perdre. Parce qu'on a tous en tête la finale de l'Euro 2016. Exact. Didier Deschamps dans ce que... corps. La France ne doit pas perdre. Non, mais j'ai envie de te dire, on peut perdre contre une autre équipe, mais pas celle-là. Ah non, pas celle-là. Voilà, pas celle-là. Cristiano a déjà trop gagné. Voilà, Pourquoi pas celle. Non, mais moi, je vais jamais oublier ce match Euro 2016 en prolongation où tu as Eder, un joueur qui, je sais pas, on sait pas d'où il sort. Et on sait pas où il est aujourd'hui. Il est au Locomotive. Voilà. Et on souhaite marquer aussi. Mais voilà, moi j'ai envie de dire que non. On doit pas mettre toutes nos forces, mais quand même, on doit pas perdre. On doit pas tricher. Voilà. On sent que vous êtes de vrais supporters. Oui. On ne doit pas perdre, on ne doit pas tricher. Non, on ne doit pas perdre. Mais justement, quand même, je trouve que, d'ailleurs, la presse française et les supporters français ont peut-être tendance à enterrer un petit peu vite le Portugal. Parce que quand on regarde bien qui compose cette équipe du Portugal, et quand je dis qui compose, je dis bien au pluriel, mais l'équipe du Portugal, que ça soit en attaque,
en milieu ou en défense, elle n'a rien à envier à l'équipe de France. Oui, ça, c'est Vraiment pas. Rien du tout. Ils ont des patrons partout. Au milieu, avec Après, en Bernardo défense, je suis pas Silva. d'accord. Ouais, et rien Non. n'a envie. Non. c'est Allez-y, la- contredisez-moi, c'est le but, allez-y. Bon, leur défense leur a fait défaut quand même. Ben, franchement. Les et latéraux, puis- c'est mes dos. Je suis d'accord. Mais Je suis d'accord. après, effectivement, le milieu de terrain est exceptionnel. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo en attaque, ça va vite, c'est fluide, j'entends. Mais enfin, on a quand même une équipe qui aujourd'hui, certes, balbutie, parce qu'il y a Benzema qui est entré dans l'équation. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, la France, en termes de joueurs, qualité intrinsèque de chacun, je pense qu'ils sont supérieurs au Portugal et que le Portugal aimerait bien avoir Mbappé devant. Voilà, je pense que avoir un Kimpembe bien solide derrière, ça aurait été bien aussi. Enfin, Les Portugais peuvent répondre, on a Cristiano Ronaldo, on a Joao Félix, on a du répondant. Bon, on va leur dire contre l'Allemagne, ils étaient tous là et puis voilà. ouais, et Cristiano, mine de rien. On peut chambrer un peu. Ben oui, et puis. Ah ouf. Mais le souci Et avec puis- Cristiano, c'est-à-dire que si la France joue contre. Vous parlez quand même du meilleur buteur de l'Euro, là. Oui, oui. C'est pas la question. Oui, mais si la France joue, Je vous dis ça comme ça. si la France joue comme l'Allemagne, Ronaldo n'aura pas de ballon. On est d'accord, on a regardé le match. Portugal-Allemagne, combien de bien ballons qu'il a touché Ronaldo? Voilà. Ils ont fait un contre qu'il a marqué. Non, mais il faut se méfier. Parce qu'il. Oui, Il faut c'est se sûr, méfier, oui, il faut respecter sûr. l'adversaire. Il faut se C'est méfier sûr. de cette équipe qui a été blessée contre l'Allemagne, qui a eu honte. Sa population, ils sont très chauds. C'est un pays latin, ça ne rigole pas. Cristiano Ronaldo, je pense, a été vexé. Et ils sont en mauvaise position pour l'heure dans le groupe. Donc demain, il va falloir qu'ils sortent le grand jeu, le gros match. Donc je pense qu'ils vont arriver vraiment très dynamisés pour réussir contre la France. Donc oui, sur le papier, nous sommes intrinsèquement individuellement meilleurs. Mais le match ne se joue pas sur le papier. On n'a pas encore vu cette homogénéité dans l'équipe de France. On n'a pas encore vu notre trio infernal magique produire quelque chose de performant. Donc il faut être prudent, même s'il faut rester confiant sur la composition. Et nous sommes les champions du monde et nous devons le montrer. Alors, tu parlais de la composition. La composition de l'équipe du Portugal risque de changer aussi, puisqu'il y aura quelques apports. Je pense que quelqu'un comme Renato Sanchez, le dynamiteur, qui peut briser quelques lignes quand il est sur un terrain, sera de retour. Mais tout à l'heure, j'ai entendu l'une d'entre vous dire que la défense portugaise était moins bonne que la défense française. Alors, moins bonne, mais C'est j'ai toi envie qui de te disais dire, ça, Émilie. par rapport au match de l'Allemagne, tu sais, on peut. Enfin, si la France, dès le début, comment dire ça, met la pression, les fait douter dès le début, après, ça peut les empêcher de jouer le match. Parce que Parce que Pepe c'est- Ruben Diaz, c'est du lourd quand même. Oui, mais quand on regarde le match de France, Portugal-Allemagne, Face à l'Allemagne, ils ont voilà, explosé. c'est J'ai ça, dit c'est du lourd. explosé. Oui, Sur mais, le papier, enfin, voilà. Comme il là- disait Rico, sur le Ah papier, ouais, oui, sur c'est le du lourd, papier, mais après, la charnière, ouais. la vraie vérité, Non, mais c'est c'était celle dans du le jeu. geste. Il me semble que c'est du lourd, c'est dans le sens que ça se déplace très Ils sont un peu. peu lourds. Voilà, ça et se puis, déplace il très faut peu. pas oublier qu'ils ont gagné le premier match quand même à partir de la 87e minute. Donc il ne faut pas non plus croire que parce qu'ils ont gagné 3-0, le match a été plié, ils ont écrasé la Hongrie ou quoi au caisse. La Hongrie a quand même fait kiff-kiff bourrico pendant 80 minutes. Et après, effectivement, le Portugal a accéléré, j'entends. Mais c'est Ils ont l'équipe- battu une équipe que la France n'a T'as pas pas battue. battu. J'entends, mais c'est c'est un match. Mais Tout à fait. factuellement, le Portugal n'a pas particulièrement impressionné face à la Hongrie et a pris une claque face à l'Allemagne. Exact. Donc, venir dire, alors que la France a quand même bien contrôlé l'Allemagne et fait un gros match, je pense aujourd'hui que la France, non seulement se doit de gagner, mais la détermination des gars comme Mbappé, Benzema ou Pogba de prouver, parce qu'ils ont raté leur deuxième match, c'est la détermination dont tu parlais concernant le Portugal et Cristiano qui veut se venger. Je pense que Mbappé a 0 but au troisième match, il le vit très mal. C'est clair. En Bouga statistique comme ça, Bouga pas bien, ça sûr et certain. T'es pas allé au Mimi. Ah non, Benzema qui fait des frappes, qui met les yeux fermés au Real de Madrid, qui fait des coups de chaussettes mouillées, le gars le vit très mal. Un attaquant comme ça, il le vit très mal. Donc ils auront cet esprit revanchard, comme le Portugal. Donc on s'attend à un grand match par contre. Il faut que tout le monde soit au diapason pour que ce soit un gros match, mais
ça va être un gros match. Ça passe. Alors pour que ça soit un gros match, j'essaie d'accélérer parce que je vous ai mis au travail aujourd'hui. Parce que pour que ça soit un gros match, je vous ai demandé ce matin de composer votre équipe idéale, votre 11 idéal à vous tous. Et donc Yann, justement, va afficher le premier 11 et je vais vous demander de commenter votre composition d'équipe, mais aussi les autres, de dire qu'est-ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas dans les compositions d'équipe, dans votre composition idéale. Alors, on va commencer par la composition à gauche de Davy. Alors, Davy, vas-y, explique-nous ta composition. Et aussi, tactiquement, aussi, s'il faut, s'ils sont placés en 4-4-2, 4-3-3 ou 4-2-3-1, rapidement. Ok, alors, défense à 4, Hernandez, Kimpembe, Varane, Koundé, à droite. J'aurais mis Tolisso en sentinelle, comme on l'a dit hier, parce qu'au Bayern Munich, il est vraiment bon là. Kanté, je lui aurais permis de se projeter en étant à gauche, Pogba à droite ou inversé, ou leur permettre d'inverser pendant le match. Et puis, j'aurais joué une sorte de triangle devant, avec Griezmann derrière les deux attaquants et les deux attaquants qui prennent des zones assez larges pour repiquer vers le centre. J'aurais fait un truc comme ça et dégager un peu les côtés pour permettre aux latéraux de faire leur travail. Un gars comme Koundé, il a du volume de jeu. Et Hernandez a du volume de jeu. Ils sont doués sur les centres. Je pense qu'il faut leur dégager les couloirs. Et de toute façon, on sait que les équipes font blocus sur nos attaquants. Donc, il faut les libérer. Attends, garde tes arguments parce que peut-être que Ruth n'est pas d'accord avec Bien toi. entendu. Puisqu'elle a fait une autre composition d'équipe. Mais justement, pas, la composition de l'équipe de Davy, elle t'inspire quoi? Et après, justement, on va voir la tienne. Sa composition d'équipe est logique, hein. Je trouve qu'elle est pas mal. Après, moi, j'ai pas choisi celle-là, mais elle est costaud, sa composition d'équipe. Après, moi, je suis restée sur du classique aussi. Vas-y, explique-nous. Mais moi, je suis restée sur du classique. On va commencer en 4-2-3-1, mais je me suis basée sur l'adversaire de demain, parce que je trouve que le match va se jouer beaucoup mieux de terrain. Alors, moi, je mets 2-6 Kanté Pogba, parce qu'ils sont solides sur leurs jambes et qu'au niveau de la relance, c'est-à-dire que quand Pogba va se projeter, Kanté saura qu'il faut qu'il reste. Donc voilà, après j'ai mis Griezmann derrière les attaquants parce que c'est là où il pourra. Parce qu'en jouant 4-3-3 là, Griezmann sur un côté, je trouve que le jeu de l'équipe de France, il est un peu monotone. Voilà. Il manque d'inspiration. Ouais. Et moi, j'ai pas enterré Giroud. Parce que Benzema, je suis désolée, il marque pas. On a annoncé un trio magique. Mais ils n'ont jamais joué ensemble pour annoncer un trio magique. Regardez la preuve. Il n'y a que Griezmann qui marque. Moi, j'aurais mis Giroud. Je laisse tes autres collègues répondre à tes dires. Ça se tente. Oui, Giroud, Sur un en équipe de troisième match, France, ça se il tente. marque. Mais moi, j'ai envie de dire, n'enterrons pas Benzema. Voilà. Non, Il jamais. faut pas enterrer Giroud. J'ai envie de le dire. Après, Benzema, il ne faut pas oublier, il est de retour. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on le réclame. C'est même pas que... Il n'y a pas que lui, il y a aussi le public qui le réclame. Donc, je pense qu'il y a toute cette pression aussi. Il a fait un match, le match amical où... Je crois que c'est... Il a raté un penalty. Donc, moi, j'ai envie de dire... laissons-lui un peu de temps. Laissons-lui le temps de revenir. Et... On reviendra d'ailleurs sur le cas de Benzema particulièrement. On va faire un petit thème Benzema tout à l'heure. Dans cette composition d'équipe, si tu peux la remettre, Yann, s'il te plaît, la composition de Ruth. Il y a un certain Pavard. Un Pavard qui est assez contesté, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Où beaucoup de gens réclament justement l'entrée de Koundé. Mais pas de Léo Dubois. Il faut quand même le souligner. Non, Léo Dubois, je crois que les tribunes lui vont très bien. Sans lui manquer de respect, mais... Bien entendu. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai mis Pavard. J'aurais pu mettre Koundé, hein. C'est un très bon joueur. Mais c'est-à-dire qu'on parle d'un troisième match. Moi, je garde l'expérience. Je préfère garder l'expérience. Parce que Pavard, il est passé à côté de son match. D'accord. Et tu l'as trouvé très bon aussi contre l'Allemagne? Il n'a pas été très bon, mais il a été là. Parce que du moment que tu me dis, comme il est passé à côté de son match, on le retire, il faut retirer Benzema. Vous êtes d'accord? Moi? Non, mais Non. du moment où tu me dis que Pavard, il a fait un mauvais match, il est passé à travers de son match, d'accord. Alors, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que Pavard, quand même, le but vient sur lui, de la Hongrie. Donc, voilà. Après, Benzema, dans son rôle d'attaquant, a été productif. Il a eu un volume de jeu. Il a été très présent en première mi-temps face à la Hongrie, quand même. Non, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Donc, c'est pas pareil. Pavard, il est quand même pas à l'aise ces temps-ci. C'est un très bon joueur, mais après, tout le monde a des baisses de forme. Le gars sort d'une saison avec le Bayern. Enfin, ça peut s'entendre aussi que
qu'il soit fatigué et laisser Koundé faire un troisième match, c'est peut-être le garder pour les huitièmes. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Puis mettre un peu de vitesse aussi sur les côtés. Oui, moi, on reviendra sur ma composition tout à l'heure, mais j'ai également enlevé Pavard. Les latéraux qui ne centrent pas ou qui ne centrent pas précisément, j'en peux plus. Je pense que je supporte pour une équipe, le PSG, pour ne pas la nommer, qui est dans ce cas-là, ça devient insupportable. Et Pavard, on apprécie ses coups d'éclat, ses rares demi-volées, elles sont magnifiques. Mais en défense, il n'est pas au-dessus du lot et en attaque, c'est un souci chaque fois pour trouver précisément des attaquants. Donc moi, effectivement, j'ai mis Koundé, 22 ans, jeune, il est très physique. S'il est sélectionné en équipe de France, c'est qu'il a un potentiel, même si parfois certaines sélections sont un petit peu faites pour ne pas prendre des joueurs à fort caractère qui pourraient gêner le groupe. Mais je pense que lui, il aurait son mot à dire et dès demain. Moi, j'ai pour On reviendra sur ta composition, vas-y, oui. Pour préciser, j'ai rajouté Kingsley Coman dans ma composition Oui, d'équipe. c'est important de le dire. Parce que un peu de vitesse sous les côtés, ça ne fera pas de mal. Comme il dit, déjà qu'on ne centre pas. Donc, j'ai mis Mbappé d'un côté et Coman de l'autre pour avoir de la percussion. Parce que, comme elle a dit, les latéraux du Portugal, ils sont prenables. Ouais, effectivement, tu as mis Coman et donc tu joues avec deux milieux de terrain avec Kanté et Pogba. Oui. Et tu gardes Pavard, bien sûr. Oui, ça, c'était pour t'embêter un petit peu. Et plus sérieusement, il y a Emeline. Alors, Emeline, donne-nous je te laisse par rapport à la décrire ta composition de Davy, j'ai juste, moi, dans mon milieu, j'ai juste mis Rabiot à la place de Tolisso. Mais toujours en milieu à 3 aussi. Et... Quand tu es sentinelle? Donc, tu conserves Rabiot toujours, en fin de compte. Oui. Parce que justement, il y a cette fameuse... en ce moment, on se dit que Rabiot, Tolisso, ça se vaut et que Tolisso a peut-être été un petit peu meilleur. En tout cas, on a trouvé l'équipe de France un petit peu meilleure, peut-être avec Tolisso, bien que Rabiot a fait un excellent match contre pour l'instant, moi, je conserve Rabiot. Et puis, j'attends beaucoup de ce troisième match. Donc, Après, moi, je pense que Rabiot joue à la place de Tolisso parce que Tolisso sort de blessure. Il n'a pas beaucoup, il a peut-être pas trop en jambes, mais je pense que Tolisso veut sa place à la place de Rabiot. J'ai rien contre Rabiot, mais Tolisso, tu vois, quand il est rentré, par exemple, contre la Hongrie, les passes qu'il faisait. Ah, mais techniquement, c'est très propre. Et même quand il est entré dans le match amical et puis les déviations, c'est du football champagne. C'est pour ça que moi, je préfère mettre Rabiot d'abord et Tolisso en remplacement aussi parce que je pense que le Portugal, ils vont démarrer fort. Tu vois, ils vont démarrer fort. Donc après, je compte sur une petite baisse de forme. en deuxième, donc après, là, j'insère Tolisso, oui. Et je suis assez d'accord avec toi sur la deuxième mi-temps. Et c'est pour ça que Coman, je le regardais pour revenir remplacer et peut-être faire un Marcus Thuram et Coman rentrer sur la fin. Parce que Coman a 5 changements. Il faut entrer 2 attaquants pour finir d'éclater la défense. On connaît tous Didier Deschamps. Tu n'auras pas tes 5 changements. Ah non, j'aurais pas mes 5 changements. Ouais. Déjà, avant pour en avoir un, on galérait. Non, on ne sait jamais si le score évolue positivement pour l'équipe de France. Alors, la composition de Rico, il faut savoir que justement, c'est là on la garde. Je tenais à ce qu'on est en dernier parce que, en fin de compte, à l'heure qu'il est, selon les sources du journal L'Équipe, c'est ta composition qui serait en avant, oui, que Didier Deschamps. Et il propose un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 avec justement, Ruth, elle est ravie. Ruth, elle est ravie puisqu'elle lève le bras. Elle dit, j'avais dit 4-2-3-1. Oui, parce qu'il propose effectivement Lloris, Koundé, arrière droit, donc à la place de Pavard. Donc Pavard, il va se reposer un petit peu, avec Varane, Kimpembe donc dans l'axe central, Hernandez qui revient sur le côté gauche, avec Kanté et Pogba par contre en milieu, les deux milieux défensifs, et Tolisso par contre serait le troisième milieu de côté droit, c'est-à-dire que Tolisso serait le Matuidi de 2018. C'est ça. Donc on reprend comme en 2018 en fin de compte, et donc avec un milieu de terrain, donc Tolisso, Griezmann, et un milieu de terrain avec Tolisso, pardon. Et puis devant, on aurait donc Benzema au centre et Mbappé sur le côté gauche. Donc Tolisso, comme je l'ai dit, sur le côté droit. Et donc il ferait le piston un petit peu comme tu dis. C'est ce que tu voulais, toi. Apparemment, tu lui as passé un coup de fil. Comment ça s'est passé entre vous? C'est paradoxal parce que si j'avais
compris qu'en fait on a mis les mêmes joueurs, mais je l'imaginais en 4-3-3. C'est-à-dire que je me dis que c'est quand même un match important, mais on ne peut pas renouveler l'équipe type jusqu'au bout. Même s'il n'est pas adepte de changement, au premier match, il a fait son premier changement à la 87e. On ne peut pas maintenir la même équipe tout au long de la compétition. Donc j'imaginais effectivement certains changements dans les lignes. Le Koundé à la place de Pavard, pas plus, et justement Tolisso à la place de Rabiot. Mais je visualisais un 4-3-3 maintenu. Et en fait, Didier Deschamps, il a changé la chose. Il est revenu comme il aime à le faire. D'ailleurs, on se demande des fois, est-ce qu'il reste sur ses convictions ou est-ce qu'il s'adapte aux équipes ou à la situation. Il a mis un 4-2-3-1, comme Ruth disait. Donc, on aura Pogba et Kanté, effectivement, en milieu défensif. Mais la ligne de 3 devant, on aura Griezmann qui revient plus en position de milieu de terrain, comme il l'a demandé. On sait que Griezmann, c'est le chouchou de Deschamps. Il l'a annoncé dimanche dernier qu'il préférait jouer en position de numéro 10. Et voilà, miracle. Mercredi, il sera numéro 10. Et à ce moment-là, il a mis Mbappé à gauche, ça lui va. Il a mis Tolisso à droite sur cette ligne de 3. Mbappé, Griezmann, Tolisso et Benzema devant. Et c'est là que finalement, ça ne me plaît plus. Parce qu'en 4-3-3, ça me plaisait, mais en 4-2-3-1, je pense qu'à la place de Tolisso n'est pas un ailier droit. Je ne comprends pas pourquoi il le met là. Il nous fait, tu l'as dit Jimmy, le coup de Matuidi. Mais Matuidi avait plus de percussion. Et dans ce 4-2-3-1, pour finir, je ne comprends pas pourquoi, dans cette composition-là, il ne nous met pas Coman à droite. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je pense que c'est pour bloquer Cristiano Ronaldo. Moi, je pense que c'est le repli défensif. Oui. Tolisso va revenir sur le troisième milieu défensif. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que Matuidi faisait. C'est ça. Pourquoi. Sauf que le volume de jeu de Matuidi est quand même un peu Matuidi, supérieur. Matuidi, c'est une machine. Voilà. Honnêtement, c'est Kanté. Honnêtement, on voit bien que vous comprenez très bien le langage de Didier Deschamps. Oui, ça, c'est oui, clair. mais- Mais quand même, on peut se dire un Kingsley Coman, quand même, qui joue au Bayern de Munich, l'un des plus grands clubs du monde, meilleur club, l'un des 3 meilleurs clubs d'Europe, qui est titulaire. Alors, on le voit. Nous avons vu qu'à monter et descendre Bouga toute l'année. Bouga, Bien ça sûr. défend. Bien sûr. Il n'y a pas Bougon manager. 3e match de Coupe du Alors, Monde. non, deuxième match à l'Euro, c'est parce que Bouga est madame. Oui, non, ça, c'est clair. Non, Donc, ça, c'est deuxième clair. match. Non, mais du coup, Oui, il n'y a ça, qu'un nous match. d'accord. Voilà, mais Nous deuxième d'accord. match, normalement, Bouga tenait pour souhait. Oui, d'accord, mais même là, Oh, j'imagine pas qu'il avec aurait cette été plus- tactique-là, plus- Mais là, avec Dembélé cette tactique-là, Dembélé n'est plus là, il va rentrer. pour défendre, au contraire, parce que moi, je me dis, si je suis côté portugais, je vois aligner Tolisso côté droit, et je vois aligner Coman, c'est pas la même chose, hein. C'est sûr. Ok, il y a le repli défensif. Mais comme je vous dis, Offensivement, c'est peut-être mon âme d'attaquant. Et je me Exactement. dis qu'il y a des attaquants comme Coman qui a largement prouvé qu'il sait faire dans le repli défensif. C'est pour Mais ça. enfin, c'est ce que je C'est défends. pour ça Maintenant, que c'est à vous la c'est parole. pour ça que dans un 4-3-3, Tolisso avait totalement sa place, à mon avis, En milieu. en remplacement au milieu, en remplacement Bien sûr, de Rabiot. de Rabiot. Mais dans un 4-2-3-1, Tolisso, c'est pas Matuidi, c'est pas la même percussion. Ici, il aura à défendre régulièrement. Donc, en fait, on va se retrouver à revenir dans ce 4-3-3. Donc, c'est ça qui me paraît assez paradoxal. Et comment il a montré qu'il est méritant, il a montré qu'il est performant. Et je pense que dans le 4-2-3-1, sa place à droite, il aurait dû l'avoir, je pense. Je suis d'accord avec lui. Là-dessus, il fait l'unanimité. Alors, il y en a un qui ne fait pas l'unanimité en ce moment, qui est d'ailleurs, Ruth l'a déjà épinglé, elle est prête à le scalper. Mais avant d'en parler, on va regarder quelques images de lui. On parle de Karim Benzema. Yann qui va nous montrer quelques images de Karim Benzema, qui a posté ça sur son compte Instagram aujourd'hui, histoire de montrer que Ruth, il a encore confiance. Regardez. Je vivais dans un appartement où le balcon donnait sur un terrain, pas un terrain de foot, mais où les arbres faisaient un peu comme des poteaux d'une cage de foot. J'avais 2 bons potes à moi, plus un 3e qui faisait gardien, et il y en avait un à droite, un à gauche, et il me faisait des centres, et jeu devant le but, et quand t'es petit comme ça, des rêves t'en as, mais premièrement être footballeur professionnel, ensuite jouer à Lyon et ensuite jouer un jour au Real Madrid. En
fait, pour moi, le foot, c'est pas je vais au boulot, quoi. En voiture, en allant à l'entraînement, je suis heureux, quoi, parce que je vais jouer au foot. Moi, personnellement, c'est de la joie. Enfin, revenir en équipe de France, pouvoir participer à un Euro. J'ai montré qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours travailler, il faut toujours espérer. Et même s'il y a des obstacles, il faut continuer. Et un jour ou l'autre, avec ce que tu proposes sur le terrain, forcément, tu seras récompensé. Tant que j'ai ce que je ressentais quand j'étais petit, je vais continuer à jouer au foot. Quand on s'accroche à ce qu'on aime et à ceux qu'on aime, alors les rêves sont à portée de main et écrire l'histoire devient une possibilité. Rien n'est impossible selon Karim Benzema et son sponsor. Alors, messieurs, dames, réaction, Karim Benzema, vous y croyez? C'est le réveil demain. Trouvez pas qu'on lui met un peu trop de pression quand même? Bien sûr, toute cette opération de communication autour de lui, mais c'était n'importe quoi. On parlait plus du fait que Benzema revenait que de l'équipe même qui avait été sélectionnée. Enfin, c'est un joueur comme les autres, qu'il a eu des soucis, c'est excusé, finissons avec ça. Les médias adorent se repaître des Surtout les conneries médias qui français. existent. Mais oui, on entend tellement de bêtises tous les jours, c'est incroyable. On parle jamais du fond, il y a toujours une crise dans un club au bout d'un match où ça s'est mal passé. Enfin, c'est incroyable. Non, mais c'est pas une histoire comme les autres. Ça a été vécu, commenté sur la planète entière. Hein. Benzema, il porte le Real, le plus grand club du monde. Au départ de Cristiano, le club était censé s'effondrer. Benzema l'a relevé avec des performances extraordinaires. Pour une histoire qu'on a compris ou pas comprise, il a été exclu. On a prétendu une certaine défiance ethnique. Deschamps a été attaqué. Enfin, il y a vraiment eu un épisode Benzema long. Et le fait que son retour attendu par tous et par toute la planète football, c'est un événement important. Mais une fois que ça s'est fait, la compétition a commencé. Maintenant, il est là. Il faut simplement le laisser travailler. Je l'aurais plus changé contre la Hongrie, puisque la Hongrie était vraiment repliée en bloc derrière. Et là, Giroud peut-être aurait fait la différence, aurait peut-être eu son jeu de la tête. Mais demain contre le Portugal, pas du tout. Il y aura plus d'espace, on pourra combiner. Et là, Benzema, pour moi, demain, il est totalement à sa place. Et puis on l'a souligné quand même hier, Benzema a marqué un but, refusé pour hors-jeu, mais c'est parce que la passe au départ de Pogba prend un peu de temps. Mais sinon, c'est des joueurs qui ont été actifs, qui ont été présents, qui ont pas... Voilà, contre la Hongrie, je trouve qu'il a raté des gestes. C'est ça qui m'a un peu... Après, là, il y a un volume de jeu assez large. Je rejoins totalement l'analyse sur le Real de Madrid. Karim Benzema s'est révélé être un extraordinaire joueur, finalement. On pensait que c'était un très bon joueur. C'est le seul de la génération 87 qui a fait ça. Les Ben Arfa, Nasri, tout ça, ils n'ont pas fait ça. Le mec à son âge, là où il est encore, et faire ce qu'il fait, aucun de la génération 87, Menez, etc., ne l'a fait. Donc il faut quand même souligner qu'il a été très discipliné, malgré le fait qu'on le traite de bad boy, j'en sais rien, nanani, et que c'est des problèmes extra-sportifs qui sont venus déjà à la base faire de cette affaire une affaire planétaire. Ensuite, quand politique se mêle à sport, ça fait toujours des conneries comme ça, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les politiques se sont emparés de cette histoire, du coup, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Cette histoire de racisme, etc. Tout ça, on te dit après 4 ans, 5 ans, que en fait, les mecs, ils ont discuté et c'est fini. Ben écoute, passons à autre chose. Si c'était assez simple pour qu'on discute et c'est fini, passons à autre chose. On a parlé de ça pendant une semaine, jusqu'au rassemblement des Bleus. C'est incroyable, et comme s'il n'y avait pas d'autres sujets. Et puis là, aujourd'hui, on lui met une pression monstre parce que tout le monde l'attend. Il a raté un penalty en plus, comme vous l'avez... Enfin, le gardien a arrêté son penalty, comme vous l'avez souligné. Donc aujourd'hui, bon... Demain, s'il est assez confiant pour poster des trucs sur les réseaux, c'est qu'il est chaud. Et puis on a tendance à voir la finalité du but, mais les occasions créées, le jeu, ses déplacements. Exact. Quand on entraîne, enfin vous le direz mieux que moi, mais quand on est entraîneur ou quand on est joueur ou spectateur, l'important c'est de voir la création, c'est de voir le jeu se développer. Oui, dans la finition, il a pêché. Oui, il y a eu des buts refusés sur hors-jeu, mais il y a eu du jeu, ce qu'on reproche souvent à Didier Deschamps, pas assez à mon goût personnellement. Moi, j'en attends toujours un peu plus de cette équipe de France et depuis très longtemps, mais quand même, il a été présent tactiquement, techniquement. Il a raté le dernier geste, il ne le ratera pas toute la compétition. Bien sûr. Et puis en tant que spectateur, il ne faut pas se mentir. On a, comme pour revenir à ce que tu disais, on a envie de voir un Benzema créateur qu'un Giroud debout entre des défenseurs. Donc c'est logique. Moi je dis franchement, il ne faut pas l'enterrer. Attendons le match de demain. Parce que je pense que la pression quand même, on a tous joué au foot.
la pression, quand même, ça joue. Donc, moi, je lui fais confiance et on verra demain. Après, Ruth, Griezmann, il a le sorti. procureur. Après les avocats de la défense, je vous présente Madame la procureure. Griezmann, il a sorti une anecdote à la presse ce matin ou hier, je sais plus. Il a dit quand il va ouvrir le robinet, c'est-à-dire quand il va marquer un but, ça va le lâcher. Mais en fait, c'est vrai. Si Benzema marque demain, à la suite de la compétition, C'est on notre l'aura compétition. perdu. Oui, mais toi, tu voulais pas le mettre, tu voulais Non, mettre oui, Giroud. mais j'ai Donc, rien il n'aurait contre pas pu Benzema. ouvrir le robinet. Oui, mais moi, si Giroud joue demain, il marque. Moi, Moi, je vous le dis. Pour revenir sur... Moi, j'ai envie de dire, Giroud, ça fait quand même 2-3 ans, on voit ses performances en club, il est en équipe de France. Donc, moi, j'ai envie de dire, laissons le temps à Benzema. On peut lui faire... Si on fait confiance à Giroud, On peut faire confiance. on peut faire confiance à Benzema. Voilà. Ok, ben, on va clore. Oui, vas-y, Lévi. Juste un petit quelque chose qu'il faut souligner, qui a été souligné hier. Didier Deschamps, ancien milieu de terrain numéro 6, voilà, insiste beaucoup sur son milieu de terrain et sa défense. Son attaque, il les laisse un peu jouer et comme il sait qu'il y a du talent, ils vont se démerder en quelque sorte. Hier, ça a été dit, si Zidane était l'entraîneur de l'équipe de France, c'est une autre histoire en philosophie de jeu. Et je fais le parallèle avec l'Angleterre. Le sélectionneur, c'est Southgate. Enfin, le gars, c'est un milieu de terrain défenseur central. Il a des attaquants, il a du talent, mais il n'arrive pas à coordonner tout ça. Donc aussi, le technicien se doit de mettre en confiance ses attaquants. Un attaquant, ça joue beaucoup à la confiance. Donc, je pense que Deschamps fait le nécessaire. Mais des fois, le poste ne fait pas l'entraîneur, parce qu'on a vu de gardiens de but, des gardiens de but devenir entraîneurs et Bien d'être sûr. des entraîneurs offensifs. En fin de compte, c'est pas, on ne peut pas toujours dire, sous Pas prétexte toujours, mais qu'il dans le est cas défenseur échéant- ou défensif, que automatiquement son équipe est à son image. Mais c'est vrai que pour Deschamps, Deschamps. on peut dire que Et l'équipe de puis, France a son image. pour Zidane, Le il temps patiente file. un tout petit peu. Oui, on patiente. Patiente un Non, tout petit peu. Il s'est gentiment. libéré du Real. Le jeu de chaise musicale se prépare. Patiente un tout petit peu. Alors le temps file, donc on a bien compris que vous êtes tous quand même confiants pour Benzema. Le temps file, on va bientôt conclure l'émission, mais je voudrais quand même qu'on voit, on aurait dû parler de la Belgique, mais je voudrais quand même qu'on voit ce petit geste de quelqu'un que vous connaissez bien. Regardez ce qui s'est passé à l'entraînement de la Belgique aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. Ah, Thierry Henry. Pied gauche en plus. Gauche, C'était la excellent. surprise, regardez, regardez bien. On va voir le ralenti, parce que pour bien comprendre, en fin de compte, les joueurs s'entraînaient à tirer des coups francs depuis un bon moment. Les joueurs qui jouent demain, ils n'arrivaient pas à marquer. Et Thierry, il est arrivé, boum. Et regardez ce que va dire De Bruyne. Vous allez voir. That's the issue. We've Écoutez. been training for half an hour. We scored a few. He just goes with his left and kills us. Lui, le gars, il arrive, il nous a tous Le mec tués. est dépité. Pied gauche. Le gars est retraité depuis 10 ans. Tu vois? Donc voilà, c'était juste pour rendre hommage aussi à ce monsieur. Oui, on savait que c'était lui. Oui. Voilà, c'était pour rendre hommage aussi à ce monsieur qui m'a offert son maillot en mars 2001 à Highbury lors de match Arsenal-Newcastle et qui nous avait permis aussi justement, c'est à ce moment-là qu'on a, grâce à Lilian Thuram et à lui, que nous avons pu aller à Clairefontaine et rencontrer tous les autres joueurs de l'équipe de France qui composaient, tous les Domiens à l'époque, qui composaient cette équipe de France. Donc un petit salut pour Titi. Notre Titi national. Et une pensée également pour William Gallas, qui à la même époque avait organisé le tournoi Gallas, le trophée, et les équipes, c'était U15 je crois, et l'équipe avait été reçue en Angleterre, avait vu un match d'Arsenal et avait pu rencontrer Exactement. les pros. Donc une pensée également à William. Salut. Dis-moi Yann, je crois que le temps est parti et terminé là, on va devoir se quitter. Donc vraiment merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci à vous aussi chers téléspectateurs d'avoir été branchés sur Canal 10 de 19h à maintenant. Et on vous donne rendez-vous demain, mais auparavant je vous laisse conclure quand même. On va commencer par toi Ruth. Oui, je voulais te remercier de l'invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir s'exprimer, parler du foot féminin et puis de dialoguer du foot, même si on n'est pas tous d'accord avec certains points, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci. Pareil, hein, merci pour l'invitation. Et puis, j'espère que à l'avenir, ça va encourager d'autres personnes justement à parler du foot féminin. Donc, merci beaucoup. Moi, en un sens à ça, je dis, parce qu'en Guadeloupe, j'allais pour nous travailler, tout le monde. Il faut nous travailler pour les féminines, il faut nous travailler pour les masculins, il faut nous travailler pour l'handisport, il faut nous travailler
pour monde qui est éloigné. Et j'allais pour en Guadeloupe, nous travaillons pour nous-mêmes et nous développer tout ça en nous. Donc, merci de faire ces émissions-là, ça. Et rouleau pour l'émission, rouleau pour le sport et rouleau pour la Guadeloupe. Et rouleau pour Canal 10 aussi, Rouleau pour l'équipe technique. Je remercie Alexis, je remercie Yann, je remercie Stanley au montage aussi qui a fait le générique et qui s'est occupé aussi des infographies. Donc vous voyez une petite équipe de jeunes qui se débrouille très bien à Canal 10. Alors normalement nous devons parler aussi de la Copa América, ben, nous parler plus des footballs en nous, du football féminin. C'est pas grave, nous qui parler de ça demain. En attendant, nous qu'à disons, rouleau.